Bonjour à tous. Alors, j'essaierai d'être un peu moins désabusée que Maurane, tout en restant parfois sur la réserve, mais je suis contrainte de par ma profession d'aller de l'avant. En tous les cas, c'est ce que les personnes que je représente et assiste me demandent, et donc ce que je fais au quotidien. Puisqu'une part importante de mon activité au sein du cabinet TTLA est au service des victimes de maladies professionnelles, alors principalement des victimes de l'amiante, toute personne exposée à des substances cancérogènes. Et puis une autre partie s'inscrit dans le cadre des systèmes d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale, comme le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, entre autres. Donc vous voyez d'un côté l'application du droit de la sécurité sociale et de l'autre du droit commun. Une petite anecdote, lorsque j'ai commencé à travailler aux côtés de Sylvie Topalov et de Jean-Paul Tessonnière, il y a ça une paire de décennies, je me souviens l'avoir interrogé, en l'occurrence Jean-Paul, sur comment faire pour fixer le prix de la souffrance, en particulier la souffrance morale. Même dans mon entourage, on m'interpellait en me disant mais comment déterminer ce prix de la souffrance morale, pourquoi 10 000, pourquoi 100 000, finalement, puisqu'il y a aussi une portée symbolique, pourquoi pas un euro symbolique? Et il m'avait répondu ce n'est pas parce que la vie n'a pas de prix qu'elle ne vaut rien. Et depuis, alors cette phrase me porte en quelque sorte, puisque je me suis toujours attachée à obtenir pour les victimes ce que j'appelle une indemnisation satisfactoire, à défaut d'être compensatoire réellement, pour qu'ils puissent se sentir remplis dans leurs droits et pour qu'ils puissent ensuite reprendre, poursuivre dans des voies plus personnelles, celles de la guérison, quand c'est possible, du handicap et malheureusement parfois du deuil. Alors encore faut-il savoir et comprendre les postes de préjudice indemnisables en fonction de la personne et en fonction également du recours engagé. Donc sur la question qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, je dirais que pendant longtemps, la situation a été claire, en tous les cas, lorsque j'ai commencé à exercer la profession d'avocat, et d'abord d'ailleurs de juriste, dans ce domaine spécifique de la réparation des préjudices des victimes d'accidents de travail, de maladies professionnelles. Clair, parce que si la réparation était limitée, on savait au moins ce qu'on pouvait demander, voire obtenir, à savoir, indépendamment de la majoration de rente d'IPP, la réparation des souffrances physiques et de manière distincte les souffrances morales, la réparation du préjudice d'agrément, qui initialement était composé d'une part de la limitation d'activités spécifiques, de loisirs et de sport, mais également l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence, et puis la réparation du préjudice esthétique, et enfin de la perte de chance de promotion professionnelle. Alors, lorsque la décision du Conseil constitutionnel est intervenue en juin 2010, je ne vous cache pas qu'on était ravis, il y avait une promesse d'une réparation non pas intégrale mais quasi intégrale, mais il se trouve que cette décision de 2010, qui s'est alliée quelque temps en 2013, donc peu de temps après, au fait que les employeurs allaient être contraints de payer les indemnisations mises à la charge dans le cadre des fautes inexcusables de l'employeur, ont fait que ça a sensiblement brouillé la lecture des droits à réparation, et quand je dis brouillé, c'est une atteinte substantielle aux indemnisations qui ont été ensuite servies dans le cadre donc des indemnisations en cas de faute inexcusable de l'employeur. Alors je dirais que le premier à tomber a été le préjudice d'agrément, qu'on a amputé de sa part gêne occasionnée dans les gestes de la vie quotidienne, et qu'on a limité, circonscrit aux activités spécifiques, à la limitation, à la restriction des activités spécifiques de sport et de loisirs. Et comme je l'indiquais, je représente beaucoup de victimes de maladies professionnelles, en l'occurrence de l'amiante. Il se trouve que ce sont souvent des retraités, et pour eux, je dirais adieu préjudice d'agrément, puisque leur plaisir était souvent la pratique du jardinage, de la marche à pied, des sorties entre amis, et on leur expliquait que ce n'était pas un loisir dont la limitation ou la perte était susceptible d'être indemnisée. S'ensuit en cela
l'atteinte aux souffrances endurées. Alors vous noterez tout d'un coup cette fusion des préjudices de souffrance physique et de souffrance morale qu'on conçoit pourtant assez aisément de façon distincte, et puisqu'on ne concevoir désormais que les souffrances endurées. Alors les juridictions de sécurité sociale apprécient totalement souverainement. On a encore une certaine marge de manœuvre pour voir en effet évoquer, discuter, apprécier et indemniser distinctement les souffrances physiques et morales. Mais en l'occurrence, donc ces souffrances endurées à partir donc de 2010, le juge du fond a été invité à rechercher si elle n'était pas déjà indemnisée par la rente d'incapacité AT-MP. Je ne vais pas revenir sur les détails qui ont été amplement évoqués précédemment. Alors, à nouveau, l'appréciation souveraine des juges du fond ont fait que les tribunaux de sécurité sociale et cours d'appel ont apprécié de manière, ou répondu de manière assez variable à cette question. Mais dans l'ensemble, l'indemnisation des victimes d'AT-MP a baissé substantiellement. D'autant plus, et là je reconnais que c'est une spécificité de l'indemnisation ou du système d'indemnisation des victimes de maladies professionnelles à l'inverse des accidents du travail, c'est qu'on se retrouvait dans une situation ubuesque où, en l'absence de souffrance endurée, je commence par la fin pour remonter, en l'absence de souffrance endurée, on pouvait se douter que tout était indemnisé par la rente. Pourquoi ? Parce que la date de consolidation était fixée très rapidement après le diagnostic. Et donc, s'il n'y avait pas de souffrance endurée, il n'y avait pas non plus de préjudice temporaire. Pas de déficit fonctionnel temporaire, pas de possibilité d'indemniser la nécessité d'assistance par tierce personne temporaire, autant de nouveaux préjudices dans le cadre de ce recours qui avait été appelé de nouveau et puis qui était censé permettre une meilleure indemnisation des victimes. Et en 2020, la Cour d'appel de Caen infirme un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche qui avait fixé le préjudice de souffrance physique d'une victime décédée à 25 000 € et son préjudice moral à 72 000 €. La Cour d'appel déboute les ayants droit donc de la victime de ces demandes, donc à ce titre, souffrance physique et morale, au motif que les souffrances endurées par le défunt retraité ont déjà été réparées par la rente d'IPP fixée à 100% versée par la caisse à compter du diagnostic jusqu'au décès, soit une somme de 77 279 € et 30 centimes, qui était censée indemniser la totalité des souffrances de cet homme décédé des suites d'un cancer bronchopulmonaire reconnu comme étant en lien avec son exposition habituelle et professionnelle à l'inhalation de fibres d'amiante. Et c'est ce que nous avons reproché à la Cour d'appel de Caen. Et c'est cet arrêt qui a été soumis à l'heureuse censure de la Cour de cassation. Nous demandions l'application du droit à réparation des souffrances physiques et morales tel que prévu par le Code de la sécurité sociale, à l'article L452-3. Et la Cour de cassation a été manifestement au-delà en jugeant que désormais, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Alors, sur les conséquences de l'arrêt, on n'a que 5 mois de recul, donc autant l'encre a déjà beaucoup coulé sur la question, mais autant pour les avocats et les magistrats, je dirais qu'on avance non pas à tâtons, mais en tous les cas avec réserve. Dans l'immédiat, je dirais qu'on constate une amélioration sensible de l'indemnisation des préjudices, et j'ai sélectionné un certain nombre d'arrêts sur les questions de fond, de droit, plus que d'ailleurs sur le montant de l'indemnisation qui n'est pas accessoire, mais qui en tous les cas résulte de l'appréciation des juridictions dans les suites de l'arrêt. Alors,
la première cour d'appel à avoir statué, c'est la cour d'appel de Toulouse, enfin à mon sens, hein, la cour d'appel de Toulouse le 3 février. Il faut savoir que la Cour d'appel de Toulouse, c'est la première cour à avoir considéré que la rente indemnisait à la fois les souffrances physiques et les souffrances morales. Donc c'est intéressant de savoir que c'est la première cour à avoir également statué dans le prolongement de la décision de l'Assemblée plénière, et qui revient donc sur sa jurisprudence, avec une motivation d'ailleurs qui va au-delà de celle de l'Assemblée plénière, et pour cause, parce que l'arrêt de l'Assemblée plénière était intervenu en cours de délibéré, donc on n'avait pas manifestement pu plaider sur ce fondement. En revanche, on avait plaidé et conclu sur justement la non-déduction de la rente des préjudices extra-patrimoniaux. Et donc je vais reprendre d'ailleurs, c'est un petit peu long mais pas inintéressant, j'espère pour vous, la motivation de la Cour d'appel de Toulouse, qui reprend le terme de l'article L434-2 du Code de la Sécurité sociale. Alors, je vais à nouveau en faire lecture brièvement. Donc, qui indique que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème précise les conditions d'application de ce texte. Il ne modifie en aucune façon le champ d'application des éléments précités destinés à la détermination du taux d'IPP et ne comprend aucune mention relative aux souffrances physiques et morales. La rente ou le capital versé après consolidation de la victime d'une maladie professionnelle sont ainsi déterminés par les éléments mentionnés par l'article précité, lesquels indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel. En conséquence, la rente et le capital versé ne peuvent indemniser les souffrances endurées par les victimes, raison pour laquelle le législateur a complété l'indemnisation par les chefs de préjudice énoncés et codifié à l'article L452-3 du Code de la Sécurité sociale. Alors, je ne reprends pas la lecture de l'article, mais qui rappelle bien que, indépendamment de la majeure survenante. La Cour observe tout d'abord que le terme « indépendamment » utilisé souligne la volonté du législateur d'indemniser de façon distincte les préjudices liés à la rente ou au capital de ceux visés à cet article. En outre, la Cour relève que cet article ne fait aucune référence à la notion de consolidation concernant les chefs de préjudice indemnisables. Ainsi, le Code de la Sécurité sociale opère expressément d'une part une distinction entre les facultés physiques et mentales, visées à l'article L434-2, et les souffrances physiques et morales mentionnées à l'article L452-3, et d'autre part prévoit une indemnisation distincte de ces chefs de préjudice. Il résulte de ce qui précède que l'indemnisation des souffrances physiques et morales ne peut être subordonnée d'une part à la condition tirée de la date de consolidation et d'autre part au fait que ces souffrances ont déjà été réparées par la rente et le capital. Donc une motivation, je dirais, qui va même au-delà de celle proposée juste 2 semaines auparavant par la Cour de cassation. Donc vous l'aurez compris, donc ces arrêts concernent des victimes de maladies professionnelles et à la différence des victimes d'accidents de travail, nous n'avons pas forcément toujours, en l'occurrence, intérêt à solliciter un déficit fonctionnel permanent dès lors que le tribunal accepte d'indemniser les souffrances physiques et morales avant et après la date de consolidation retenue par la caisse. Et en particulier, si la personne, la victime, est décédée des suites de sa maladie professionnelle, s'ajoutant une problématique, je dirais, logistique qui n'est pas négligeable pour les victimes, au-delà d'ailleurs de l'aide pour leur conseil, c'est que ce sont des demandes qui contraindraient, j'y reviendrai, la juridiction à solliciter l'avis d'un médecin expert et donc d'alourdir à la fois la procédure mais aussi les délais, et je sais que les juridictions y sont sensibles. Le 16 mai 2023, c'est à la Cour d'appel de Grenoble de statuer sur le fondement de la faute inexcusable du droit à réparation. Alors c'est un arrêt intéressant parce que la Cour répond à un argumentaire ou une tentative, je dirais, d'argumentaire de l'employeur incarné par la société Evryt, qui soutenait que la rente ne pouvait pas être majorée en l'occurrence au motif qu'elle n'aurait plus d'objet pour les retraités. Voilà, la rente étant correspondant à un préjudice professionnel, si la personne est retraitée, enfin la victime de maladie professionnelle est retraitée, il n'y a pas de raison de majorer sa rente. Bon,
Sur ce point, la Cour a balayé l'argument assez rapidement et tout à fait légitimement, puisqu'elle rappelle que la majoration de rente est une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable, sans aller d'ailleurs plus en amont sur cet argumentaire. Second point, l'employeur demandait à la Cour de se prononcer sur la nature des préjudices indemnisés par la rente. On avait quand même un petit peu plus de recul sur l'arrêt d'assemblée plénière, mais bon, on ne peut pas dénier à nos contradicteurs l'opportunité de maintenir leur argumentation. On a suffisamment maintenu le nôtre en faveur des victimes et droit à réparation distincts pendant des années pour leur laisser, en effet, le contradictoire sur ce point. Alors, sur la nature indemnitaire de la rente, la Cour rappelle que la dite rente, quoique calculée en fonction d'un salaire de référence et d'un taux d'incapacité, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales, quand bien même la victime est retraitée, et se référant en cela à l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier. Que la réparation de ces préjudices personnels est donc, par l'effet de la loi, indépendante de l'attribution de la rente et de sa majoration, de sorte que la Cour n'a pas à préciser quel préjudice de Monsieur X est réparé par la rente dont l'attribution est légale, également pour estimer recevable l'indemnisation des souffrances physiques et morales qu'il a endurées. Par ailleurs, cet article ne distingue pas entre les souffrances endurées avant et après consolidation, tandis qu'aucune indemnisation n'a été retenue au titre du déficit fonctionnel permanent destiné à réparer la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale et perte de la qualité de vie. Quelques jours plus tard, c'est à la Cour d'appel de Rennes de rendre un arrêt le 24 mai 2023 qui sera lu en parallèle avec celui de la Cour d'appel de Versailles du 13 avril 2023. Alors, sachant que devant la Cour d'appel de Rennes, je ne demandais pas sciemment la réparation du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a néanmoins, dans ce dossier, souhaité diligenter une expertise et a tenu à préciser à titre liminaire, donc avant de décrire la mission de l'expert, que s'agissant de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, comme l'a jugé la Cour de cassation, dès lors que l'instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes des parties ne peuvent, dans le cadre de l'expertise, et même après, tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la Caisse, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et le taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile et par les voies de droit dont elles disposent, et de citer un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 15 février 2018, alors pour voie 16 20 467, alors à mon sens qui n'avait pas, enfin qui avait un autre fondement que celui qui était soulevé devant elle. Il n'y aura donc lieu à ce titre de se reporter au taux d'incapacité notifié par la Caisse. Et ensuite, donc, sur les souffrances, s'agissant des souffrances endurées, l'expert sera invité à décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies, en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation, et de les évaluer sur une échelle de 1 à 7. Alors, j'en arrive justement à l'une des questions que soulève la nouvelle position de la Cour de cassation, c'est quid de la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse et du taux d'IPP retenu par la CPM. S'impose-t-il à la juridiction de sécurité sociale dans le cadre de l'action en faute inexcusable, ou alors, comme l'a d'ailleurs a priori considéré la Cour d'appel de Rennes, ou peuvent-ils être évalués différemment, se plaçant non plus sous l'angle de la sécurité sociale, la règle de sécurité sociale, mais sous celle des règles de droit commun. Et c'est la position que choisit la Cour d'appel de Versailles, donc dans cet arrêt que je mentionnais du 13 avril 2023, puisque la Cour d'appel de Versailles considère que donc cette jurisprudence, donc celle du 20 janvier, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toute instance en cours. Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé en cas de faute inexcusable de l'employeur selon les règles de droit commun. Dès lors
pour la fixation de ce poste de préjudice. En cas de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas lié par la date de consolidation des blessures, ni par le taux d'incapacité retenu par la caisse, qui n'opère que pour la détermination des droits de la victime ou de ses ayants droit, aux prestations légales prévues par la législation professionnelle. Alors, même si cette solution est moins favorable aux victimes, dans la mesure où les barèmes d'invalidité, accident du travail et maladie professionnelle sont quand même plus favorables que les barèmes de droit commun, bon, il me semble, je dois le concéder, assez cohérent comme position, ne serait-ce que sur la date de consolidation, notamment si vous avez suivi sur un motif que j'ai évoqué un peu plus tôt sur cette date qui, pour les victimes de maladies professionnelles, court parfois à la date du certificat médical initial, suspendant donc, enfin, ne permettant pas d'évoquer de préjudice dit temporaire. Alors, à titre d'exemple, j'ai un jugement donc d'une juridiction de première instance, avant dire droit, qui est rendu en novembre 2022 avec une mission, pour mission entre autres, de décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées pendant la maladie traumatique. On est dans le cadre d'une maladie hématologique, avant consolidation. La réunion a lieu début mars. Et l'expert, bon, sans surprise, indique qu'il ne peut pas évaluer les souffrances endurées postérieurement à la date de consolidation retenue par le médecin conseil. Alors, le problème est que la victime, il s'agit d'une victime d'une leucémie, et que le début des traitements lourds, à savoir de la chimiothérapie, une allogreffe, ont lieu postérieurement à la date de consolidation. Donc, l'expert dit, ben, avant consolidation, il y a un diagnostic, il y a des surveillances, il y a des, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Le plus lourd, ça intervient quand même après. Je demande donc au tribunal l'extension de la mission de l'expert au regard de l'arrêt du 20 janvier. Je demande de décrire les souffrances physiques et morales avant et après la date de consolidation retenue par l'expert, et d'ajouter, de donner son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, et le cas échéant, d'en préciser le taux et le point de départ. La présidente prend le soin de soumettre aux parties un projet d'extension et d'indiquer je ne peux pas demander à l'expert à la fois d'évaluer les souffrances physiques morales après la date de consolidation et un déficit fonctionnel permanent au risque d'une double indemnisation. Donc, il me semble que le mieux, c'est de demander une extension de mission, enfin d'étendre la mission uniquement sur l'évaluation par l'expert du déficit fonctionnel permanent, sans parler d'ailleurs de date. Je réponds à l'expert, j'attends toujours la réponse, vous n'aurez pas de chute à cette histoire. La date de consolidation retenue par le médecin conseil étant antérieure au début des traitements lourds, si l'expert interroge l'expert uniquement, le tribunal interroge l'expert uniquement sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, au sens du droit commun, il doit aussi l'interroger sur le point de départ de ce déficit fonctionnel permanent. Parce qu'un expert, si on lui demande est-ce qu'il y a un déficit fonctionnel permanent, il va déjà essayer de savoir si l'état est permanent. Et il peut considérer, dans la mesure où, en l'occurrence, la personne est décédée quelques mois après l'allogreffe, il peut dire, en fait, il n'y a jamais eu d'état de permanence, puisqu'il est décédé. Donc non, il n'y a pas de déficit fonctionnel permanent. Et donc, il n'y aurait pas non plus de reconnaissance des préjudices avant ou après consolidation. Donc, quitte à étendre la mission et à poser la bonne question, il faut lui demander s'il y a un déficit fonctionnel permanent, de quel taux et à partir de quelle date. Et s'il n'y a pas de préjudice permanent,
dans ce cas-là, la date de consolidation retenue par le médecin conseil ne doit pas être retenue et le tribunal doit évaluer les préjudices, enfin l'expert doit évaluer les préjudices sur toute la période jusqu'à la date du décès. Bon, j'espère que vous m'avez suivi, mais voilà les problématiques qui sont concrètes au regard du droit des victimes. À nouveau, c'est une problématique qui, je pense, ne surviendra pas pour les victimes d'accidents du travail, où on a un élément traumatique qui s'achève soit par, malheureusement, le décès, et dans ce cas, la caisse ne consolide jamais avant le décès, soit on attend en effet la guérison, la rééducation, l'état de stabilisation du membre atteint pour fixer une date de consolidation, sachant que dans l'entretemps, les victimes perçoivent des indemnités journalières pour celles qui sont en activité. Donc concrètement, bon, il y avait de nombreux dossiers jusqu'à présent, dans lequel, enfin dans les dossiers qui nous occupent, la plupart, quasiment la totalité des dossiers, les tribunaux fixer le montant des indemnisations sans avoir recours à une mesure d'expertise. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les tribunaux sont auto-interrogés sur le déficit fonctionnel permanent, la date de consolidation et le cas échéant sur les déficits fonctionnels, les préjudices temporaires, type déficit fonctionnel temporaire, assistance par tierce personne avant consolidation, et là, bon, on pourrait éventuellement en rediscuter. Il y a en effet beaucoup plus de risques de recours à un avis d'expert. Non pas que ce soit pas une bonne chose, parce qu'avec un avis d'expert, on a quand même des éléments, je dirais presque moins subjectifs. On a beaucoup plus d'éléments objectifs, et les personnes ont la possibilité de s'exprimer sur leur vécu pendant la maladie et ou la maladie de l'intéressé ou du défunt en l'occurrence. Alors c'est pas sans poser d'autres difficultés d'ordre purement logistique. Hein. Une petite anecdote de parloir. Donc un de mes confrères me racontait qu'il était à une audience au cours de laquelle la présidente interroge les parties, hein, les deux avocats, sur quelles conséquences tirez-vous de l'arrêt du 20 janvier en termes d'indemnisation. Et ils répondent, nous nous en remettons à la sagesse du tribunal. Moi, j'appelle ça une patate chaude. Et la présidente, quand même, insiste, dit, non, vraiment, c'est quand même à vous de former vos demandes. Et donc, l'avocat, au soutien de la victime, dit, écoutez, il y a autant pour le DFP, retenez le taux Sécu et la date de consolidation Sécu. Bon, ce que j'aurais pu également soutenir, hein, sans trembler. Et en défense, l'avocat adverse dit non, c'est pas si simple. Finalement, le taux Sécu et puis le DFT droit commun, ce n'est pas la même chose. Il serait peut-être opportun, en effet, je demande une expertise. Et la présidente, sans d'ailleurs évoquer quel serait son choix dans ce dossier, il dit « J'attire votre attention sur le fait que le tribunal fera aussi en fonction du stock de dossiers amiantes qu'il a au greffe et des conséquences sur les autres contentieux. Comprendre, il y a... Alors, je suis très très mauvaise en statistiques, mais quand j'entendais les chiffres de Morane sur le nombre de maladies professionnelles annuelles, après, on est quand même assez d'accord sur le fait que les victimes de l'amiante représentent un taux non négligeable les troubles musculo-squelettiques, c'est vrai aussi. Mais ils en font partie quand même il y a quand même un nombre assez important qui occupe les juridictions actuellement de sécurité sociale et qui savaient que jusqu'à présent elles ne passaient pas par le biais de l'expertise. Et c'est nécessairement il y aura des choses qui seront une réflexion, en tous les cas, que les juridictions ont en tête sur comment s'organiser, sachant qu'ils ont déjà du mal à trouver ou conserver des experts déjà, je dirais, compétents, et en plus qui rendent des avis dans un délai qui soit raisonnable. Bon, alors j'ai conscience d'avoir parlé beaucoup plus des victimes de maladies professionnelles.
Mais bon, vous conviendrez aussi que les grands arrêts de la Cour de cassation en matière de faute inexcusable et aussi en matière de préjudice d'anxiété sont intimement liés au combat des victimes de l'amiante. Et ce combat qui résulte, je dirais, d'un scandale sanitaire alors, majeur, historique, selon le terme consacré, a et aura nécessairement une incidence sur l'ensemble du contentieux en faute inexcusable. Pour conclure, parce que les avocats n'ont pas toutes les réponses, même si on a l'usage de procéder par affirmation, voici les questions qui, à mon sens, restent un peu en suspens. C'est d'une part sur le préjudice d'agrément. Je m'interroge sur le fait, est-ce que le revirement de jurisprudence opéré par l'Assemblée plénière sur l'étendue de l'indemnisation des salariés victimes d'accidents du travail, maladies professionnelles, va-t-il redonner sa force à l'article L452-3 en ce qui concerne la définition du préjudice d'agrément, puisque en jugeant que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et en admettant que les souffrances permanentes doivent être indemnisées distinctement, à mon sens, le préjudice d'agrément devrait, dans le cadre de sa lecture de l'article 452-3, réintégrer l'ensemble de ces composantes. À plus forte raison si parce qu'il y a toujours des choix stratégiques ou opportuns devant une juridiction. Si on demande à la juridiction non pas le DFP, mais l'indemnisation des souffrances endurées, donc sans tenir compte de la date de consolidation et le préjudice d'agrément. À nouveau, c'est des réflexions qui vont avancer nécessairement sur comment formuler les demandes qui seront les plus opportunes et pour les victimes en termes de bien entendu de nature de l'indemnisation, mais aussi du temps du juge à statuer sur leur cas. Et puis alors sur la perte de chance de promotion professionnelle, alors dont je n'abuse pas puisque beaucoup des personnes que je représente sont déjà à la retraite, mais j'ai quand même une interrogation. Donc la perte de chance de promotion professionnelle est prévue donc à l'article 452-3. En droit commun, elle est intégrée dans l'incidence professionnelle. Alors, est-ce qu'elle continuera à être indemnisée indépendamment de la majoration de rente, comme le prévoit le texte, ou sera-t-elle considérée comme réparée par la rente AT-MP, laquelle indemnise, je cite, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes-gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Alors, donc c'est plus, vous l'aurez compris, plus une question qu'une réponse, et sans que ça ait de lien direct avec l'arrêt du 20 janvier, je pense qu'il y a quand même au-delà de l'ambition d'une réparation intégrale, l'un des chefs de préjudice qui, à mon sens, est un grand absent et trop grand absent de l'indemnisation des victimes d'accidents et de maladies professionnelles, c'est la nécessité d'une assistance par tierce personne, donc limitée jusqu'à présent avant la date de consolidation fixée par la Caisse, au motif que le Code de la Sécurité sociale prévoit qu'on puisse demander une rente tierce personne. Dans les faits, les gens ne la demandent pas. Parce que lorsqu'ils sont dans le cadre d'un processus de maladie, cancer, tout se passe très vite. Et donc, d'une part, ils n'en ont pas connaissance, et ils ne forment pas cette demande d'allocation tierce personne auprès de la sécurité sociale. Le temps passe alors parfois très vite ou très lentement pour des personnes qui sont malades ou les personnes qui les accompagnent. Et je pense qu'il y a une réflexion à tenir purement pragmatique sur l'accès au droit à réparation d'un poste de préjudice qui est sans doute extrêmement important sous toutes ses formes, humaines, mais également matérielles, quand on sait comment s'évalue ce poste de préjudice. Voilà. Bon, je pense que l'encre n'a pas fini de couler sur ces questions, et nous autres baveux, comme on dit, de plaider sur l'étendue du droit à réparation des victimes d'accidents du travail. Mais voilà, donc je vous remercie pour votre écoute, et voilà, bonne continuation. Je laisse la parole à
Bonjour à tous. Alors, il me revient le plaisir de terminer cette belle matinée et pour ce faire, de vous entretenir de ce préjudice d'anxiété, ou plutôt de l'indemnisation du préjudice d'anxiété en droit social. Alors, comme beaucoup d'objets juridiques, son intérêt ne réside pas uniquement dans l'étude des enjeux concrets qui lui sont attachés, en ce qu'il illustre un mouvement de fond qui travaille un segment du droit positif. Ainsi participe-t-il, avec d'autres préjudices dits extra-patrimoniaux, à ce phénomène dit de psychologisation du dommage. Parce que, dans une première approche, le préjudice d'anxiété, c'est d'abord l'expression, dans sa forme la plus frustre, d'une inquiétude, d'une angoisse, d'une crainte qui va venir frapper une personne suite à un dommage qui a été réalisé ou dans l'attente d'un dommage éventuel à venir. Alors, si on essaye d'être un peu plus précis, on peut remarquer qu'en droit commun, pour ne pas dire en droit du dommage corporel, le préjudice d'anxiété recouvre des réalités assez diverses. Une partie de la doctrine dit d'ailleurs qu'il faudrait parler des préjudices d'anxiété et pas du préjudice d'anxiété. Et en témoigne le florilège de terminologie, puisque tantôt on parle de préjudice d'anxiété, de préjudice d'angoisse, naguère on parlait également du préjudice de crainte et d'inquiétude. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'une césure s'opère selon que l'anxiété est la conséquence d'un dommage, ou alors qu'elle correspond à cette situation d'attente, dans l'éventualité de la réalisation d'un dommage. Dans le premier cas, sa réparation va avoir tendance à être absorbée par d'autres postes de préjudice, et donc l'enjeu sera l'autonomie de l'anxiété. Dans le second cas, il aura plutôt tendance à être un poste autonome, et alors son enjeu, ce sera l'identification de ce poste de préjudice. Alors en droit social, on va retrouver cette dichotomie entre les deux versions de l'anxiété, mais la particularité, c'est que cette dichotomie se double d'une distinction en termes de compétence du juge. C'est-à-dire qu'au juge du pôle social de s'occuper de l'anxiété comme suite d'un dommage corporel, c'est-à-dire d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable. Et pour faire du localisme, la Cour d'appel de Grenoble a rendu un arrêt très récemment, le 30 mai dernier, où justement elle donne réparation et clairement elle fait apparaître l'absorption de cette anxiété par le DFP. Et puis, particularité, l'anxiété en tant que préjudice sans dommage va être réparée par le juge du travail. Et ça, c'est une décision du 11 mai 2010 qui a constitué un arrêt fondateur en la matière. Donc, un préjudice sans dommage qui fait l'objet d'une réparation autonome. C'est pour ça que la Cour de cassation nous dit bien qu'il s'agit d'un préjudice spécifique d'anxiété. Alors, comment la Chambre sociale a pu arriver à découvrir par induction amplifiante, pour reprendre le raisonnement du Conseil d'État, un tel poste de préjudice? Eh bien, la voie était déjà un peu ouverte. Déjà, remarquons que la Cour de cassation de longue date admet la réparation de préjudice en dommage. Elle reconnaît dans un arrêt de sa Chambre civile du 13 février 1923 la possibilité d'une réparation du préjudice d'affection. Puis récemment, dans un arrêt inédit de décembre 2006, elle avait, à propos d'une sonde médicale, donc un dispositif médical défectueux menaçant dommage, admis la possibilité d'une reconnaissance d'un préjudice d'anxiété. Et donc, la Cour de cassation, plutôt sa Chambre sociale, avait un petit peu, sur le plan juridique, finalement, la voie balisée. Mais ce qui va emporter sa décision, c'est le contexte particulier qui existe en matière de droit social s'agissant de l'amiante, puisque le préjudice d'anxiété en droit social, il est indissociable dans sa naissance du contentieux de l'amiante. Et les différents intervenants ont pu dire combien celui-ci prenait de l'importance. Alors, je disais le contentieux de l'amiante, il faut rappeler que la Cour de cassation, dans une série d'arrêts demeurés célèbres, les fameux arrêts amiante, en date du 28 février 2002, elle a découvert une obligation de sécurité, ou redécouvert une obligation de sécurité de l'employeur, afin de revitaliser la notion de faute inexcusable, dans le but d'alléger la charge probatoire
du salarié. L'attribution du contentieux à la deuxième chambre civile de la sécurité sociale en 2003 aurait pu laisser penser que la chambre sociale en serait restée là. Eh bien non, très vite, elle va, on peut le dire, en violation de l'article L451-1 du Code de la sécurité sociale, admettre la réparation de préjudices complémentaires devant le juge du travail. Je pense notamment aux préjudices pour perte d'emploi et aux préjudices de perte de droit à retraite, qui s'inscrivent dans le cadre du licenciement pour inaptitude. C'est donc dans ce contexte qu'elle va, la chambre sociale, vient découvrir, identifier ce préjudice d'anxiété dans son arrêt du 11 mai 2010, sans le dire d'abord de manière explicite, mais sur le fondement de l'obligation de sécurité de l'employeur, qui se déduit des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Alors au départ, ce champ est assez réduit à l'origine, il ne concerne que les travailleurs de l'amiante, et pas n'importe lesquels, ceux qui sont éligibles au dispositif de l'ACATA, c'est-à-dire au dispositif pré-retraite amiante. Alors je vous rappelle les conditions, il faut avoir 50 ans, avoir cessé son activité, et puis surtout, et c'est ce qui va poser problème par la suite, avoir travaillé dans un établissement où l'exposition s'est réalisée et que cet établissement a fait l'objet d'un arrêté de classement ministériel. Bon, après un certain nombre de péripéties, la Cour de cassation, à partir des années 2019, je vais y revenir, elle va élargir le champ à la fois des bénéficiaires et des substances en cause, et de telle sorte que l'on peut se demander aujourd'hui si nous ne sommes pas à l'aube d'un contentieux de masse en la matière. Alors, si on essaye de faire à l'instant T une petite définition qui correspond aujourd'hui à ce qu'on peut dire du préjudice d'anxiété en droit social, alors je me suis aventuré à vous livrer une définition. Alors, en droit social, le préjudice spécifique d'anxiété se caractérise par cet état d'inquiétude permanente personnellement subi par un travailleur, résultant d'une exposition du fait de son employeur ou d'un donneur d'ordre à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Voilà. C'est un peu la définition que l'on peut retenir à cet instant pour donner une image figée de l'état de la jurisprudence en matière de préjudice d'anxiété. Alors, pour arriver à identifier finalement ce préjudice d'anxiété et où on en est, ce que je vous propose, c'est qu'on procède de manière assez classique. On va voir dans un premier temps une tentative d'identification du préjudice d'anxiété en droit social, et puis nous verrons ensuite la spécificité du régime du préjudice d'anxiété en droit social. Alors si on cherche à identifier ce préjudice d'anxiété, la première chose à faire, vous en doutez, c'est tenter de qualifier celui-ci. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que nous avons véritablement affaire, comme le dit la Cour de cassation, à un préjudice moral sans dommage? Et ceci étant abordé, on pourra identifier le périmètre actuel ou en devenir du préjudice d'anxiété. Alors, un préjudice moral sans dommage, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes. Est-ce que c'est un préjudice moral? Oui, ça, à n'en pas douter. Mais on gagnerait en droit social à être un peu plus précis parce que l'on soit praticien ou chercheur, nous avons tendance, et c'est un peu une tare, à user de manière indifférenciée du préjudice moral sans être aussi précis que ce qu'on peut le faire en droit du dommage corporel. Et je crois qu'on peut s'inspirer sur le plan terminologique du droit du dommage corporel sur ce point, et il serait plus juste de pas simplement dire que le préjudice d'anxiété est un préjudice moral, mais c'est un préjudice extra-patrimonial. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu faire preuve d'esthétisme juridique. Eh bien, pas vraiment. On en veut pour preuve un récent arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation du 8 février 2023 à propos d'une atteinte à la dignité du travailleur, où la responsabilité de l'employeur a été reconnue parce que celui-ci avait, en toute connaissance de cause, continué à utiliser de manière illégale donc des substances d'amiante. Alors certains commentateurs ont pu voir la mort annoncée du préjudice d'anxiété et justement du fait de cette confusion de ce que recouvre un préjudice moral.
Or, si on reclarifie les choses et qu'on considère que le préjudice d'anxiété, c'est d'abord un préjudice extra-patrimonial qui est réparé sur le fondement d'une obligation légale, celle de sécurité de l'employeur, il n'y a pas de confusion à faire avec l'atteinte à la dignité du travailleur qui repose sur une violation et l'obligation de loyauté, qui est une obligation contractuelle qui découle de l'article L1221 du Code du travail. Alors, le véritable enjeu, c'est pas la question de savoir si c'est un préjudice moral, c'est de savoir si nous avons véritablement affaire à un préjudice sans dommage. Autrement dit, est-ce que nous ne serions pas en réalité en présence d'un préjudice psychologique, psychique? Alors, 4 éléments vont en ce sens. Déjà, l'état des victimes. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder les attestations qui sont produites dans le contentieux pour voir que ce n'est pas une petite inquiétude, c'est pas une petite affection qui frappe les personnes exposées. On a un véritable trouble dans les conditions d'existence, si on reprend la terminologie du Conseil d'État. La Cour de cassation, d'ailleurs, dans différents arrêts, on peut citer un arrêt du 13 octobre 2021, n'hésite pas à parler de troubles psychologiques. Alors, le deuxième élément qui va en ce sens, c'est qu'en droit commun, on ne fait plus la distinction entre dommages psychiques et dommages physiques. D'ailleurs, l'article 1261 du projet de réforme de la responsabilité extra-contractuelle, dans sa définition, dit bien que le dommage corporel, c'est l'atteinte à l'intégrité physique et psychique d'une personne. Le troisième élément qui va dans le sens d'une reconnaissance d'une maladie psychique, c'est tout simplement l'expertise médicale. Les experts médicaux savent très bien identifier des préjudices, des dommages psychiques, et il serait un petit peu artificiel de croire que l'expertise psychiatrique ou psychique s'arrête aux portes des conseils des prud'hommes. Et le quatrième élément qui va en ce sens, il est plutôt afférent au droit de la sécurité sociale. L'article R351-24-1 du Code de la sécurité sociale renvoie à une liste les lésions susceptibles de constituer ou d'être la traduction d'un accident, d'une maladie professionnelle. Et bien, dans la liste, on a bien l'anxiété, ce préjudice d'anxiété, enfin les troubles d'anxiété. Alors, pourquoi la Cour de cassation continue à qualifier ce préjudice moral de préjudice moral et ne reconnaît pas le caractère de dommage psychique? C'est un secret de Polichinelle, c'est que si elle le faisait, si elle considérait qu'il y a un dommage psychique, c'est donc un dommage corporel. Si c'est un dommage corporel, on prend de plein fouet l'article L451-1 du Code de la sécurité sociale, et donc on contrevient au principe d'interdiction de mise en cause de la responsabilité de l'employeur sur le fondement du droit commun. Alors, on peut critiquer cette position parce que depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, qui ouvre la porte à une réparation intégrale. On peut aussi remarquer que par ailleurs, la Cour de cassation, sur ce fondement, au regard de cette décision, elle a abandonné sa jurisprudence sur la réparation du droit à la perte d'emploi et du droit à retraite. Mais il est vrai que juridiquement, on pourrait essayer d'aller sur cette question de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, mais ça pose un problème, c'est qu'en l'absence de maladie professionnelle, nous sommes forcément obligés de passer par la procédure dite complémentaire hors tableau de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale, avec toutes les problématiques que cela pose, et notamment cela reviendrait d'un point de vue opérationnel à surcharger les CRMPP d'un volume d'affaires à traiter qui serait vraiment conséquent. D'un point de vue juridique, on pourrait considérer que finalement, est-ce que la place du contentieux du préjudice d'anxiété ne réside pas dans celui de la faute inexcusable, à condition que l'on soit certain de garantir l'autonomie de la réparation de ce préjudice. Encore une fois, l'argument n'est peut-être pas, il irait en sens contraire, n'est peut-être pas tant juridique que pratique. On a aujourd'hui une jurisprudence qui se stabilise, on a des délais qui sont beaucoup plus favorables devant le Conseil de prud'hommes que devant le pôle social, et pourquoi casser quelque chose qui fonctionne d'un point de vue opérationnel? Alors, venons-en maintenant à la question du périmètre du préjudice d'anxiété.
s'agissant d'abord de... Il y a trois choses à voir, hein. L'étendue du préjudice, les victimes qui sont concernées, et puis les agents pathogènes qui peuvent être l'objet à l'origine de cette anxiété. Alors, sur l'étendue du préjudice, il n'y a plus beaucoup de débats. C'est l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. Dans son arrêt du 25 novembre 2013, la Cour de cassation a fermé la porte de manière définitive à l'éclatement ou à la désintégration de ce poste de préjudice. S'agissant des victimes concernées, on va y revenir dans un deuxième temps, mais il y a vraiment eu une extension assez récente, d'abord par un fameux arrêt de l'Assemblée plénière du 5 avril 2019, où on va étendre à tous les travailleurs de l'amiante, pas simplement à ceux qui sont éligibles à la CATA, la possibilité d'engager la responsabilité de leur employeur pour obtenir réparation de ce préjudice. Puis, dans un second temps, dans un arrêt du 11 septembre 2019, on va permettre à tous les travailleurs exposés à une substance nocive ou toxique cette possibilité de recherche de responsabilité de l'employeur. Et puis, dans un troisième temps, très récent, dans un arrêt du 8 février 2023, on va y revenir, la Cour de cassation a donné droit à un salarié d'une entreprise sous-traitante d'agir directement contre le donneur d'ordre en responsabilité pour se voir réparer son préjudice d'anxiété. Alors, à ce stade, quid du cercle des bénéficiaires? Il nous semble que l'arrêt du 8 février 2023 autorise les travailleurs indépendants à engager la responsabilité du donneur d'ordre sur le terrain de la réparation du préjudice d'anxiété. Alors là, j'en profite, je jette une bouteille à la mer. Est-ce qu'il y a la possibilité d'explorer également une réparation pour des victimes par ricochet de la victime principale faisant l'objet d'un préjudice d'anxiété? Je vous laisse comme ça à livre à la discussion. En tout cas, le critère qui permet d'identifier le cercle des bénéficiaires, il faut renverser les choses, c'est regarder du côté du responsable qui est tenu à une obligation, faisons simple, de prévention des risques professionnels. Et ce que nous dit l'arrêt du 8 février 2023, c'est qu'il faut penser la prévention des risques professionnels comme un continuum en faisant fi des distinctions juridiques, puisque la responsabilité du donneur d'ordre est engagée non pas sur l'obligation de sécurité, mais sur l'obligation de coordination qui s'impose à lui, et obligation de sécurité de l'employeur et obligation de coordination des mesures de prévention sont toutes issues d'une même directive, ce qui va dans le sens d'une pensée de la politique de prévention des risques professionnels comme un continuum. Alors, autre question, c'est celle de l'agent pathogène en cause. La Cour de cassation nous dit toute substance toxique ou nocive. Alors, quid de l'environnement de travail? Dans les affaires qui ont donné lieu à des décisions, la nocivité était presque présupposée. On a affaire à de l'amiante, on a affaire du charbon, etc. etc. Donc, il y a la littérature scientifique sur ce point. Est-ce que, pour autant, il y a de la place pour d'autres types d'agents pathogènes, de manière un peu plus large que simplement des substances toxiques ou nocives? Alors, on peut citer un arrêt du 16 mai dernier, rendu par la Cour d'appel de Grenoble, qui n'a pas reconnu, en l'espèce, le préjudice d'anxiété parce que le salarié n'arrivait pas à faire la démonstration d'un préjudice personnellement subi, mais elle n'a pas pour autant refusé par principe l'établissement d'un préjudice d'anxiété au regard d'un environnement de travail pathogène. Alors en l'espèce, c'était une éducatrice spécialisée qui était dans un environnement où il y avait beaucoup d'agressions physiques vis-à-vis du personnel de la part des personnes qui étaient traitées. Bon, voilà. Donc là, c'est une piste à explorer. Et si, en tout cas, on cherche à identifier quelle est la substance toxique ou nocive, ou d'une manière générale, l'agent pathogène, eh bien, le critère, il nous est donné par la Cour de cassation de manière un peu indirecte, c'est celui de la fréquence et de la gravité du risque. Est-ce que nous avons un agent pathogène dont la fréquence et la gravité, en cas de réalisation, va être suffisamment importante pour que l'inquiétude du salarié
soit justifiée. Alors j'en viens maintenant à la spécificité du régime du préjudice d'anxiété, et je vais essayer d'aller à marche forcée parce que on arrive déjà à midi. Alors, si on regarde les conditions de responsabilité, on s'aperçoit que le trait saillant de ce préjudice d'anxiété, c'est la dualité du régime probatoire. Et puis, on voit qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent de manière assez classique sur la mise en œuvre du droit à réparation. Alors, sur les conditions de la responsabilité, on a, je vous l'ai dit, une dualité. D'abord, pour les travailleurs de l'amiante éligibles à la CATA, on a un régime dit de triple présomption. Présomption d'exposition, présomption de faute de l'employeur et présomption de préjudice. Alors, la Cour de cassation, en 2010, n'est pas très claire sur la justification d'un tel régime de triple présomption. Il faut le voir dans les commentaires qu'elle rend alors. Le Conseil d'État, lui, est un peu plus précis dans son arrêt du 3 mars 2017, où il reprend cette même position. Alors, le dispositif n'est pas le même, c'est un dispositif spécifique pour les travailleurs, pour les agents publics. Mais le Conseil d'État nous dit bien que dans la mesure où le travailleur doit remplir un certain nombre de conditions assez strictes pour rentrer dans ce dispositif, on peut déduire de la réunion de ces conditions l'existence d'un préjudice existant. Et puis, et ça c'est l'avancée un peu plus récente, la Cour de cassation a ouvert la possibilité d'une réparation à d'autres travailleurs en autorisant la mise en cause de la responsabilité de l'employeur sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur. Elle va le faire d'abord dans un arrêt du 5 avril 2019, et puis elle va réitérer sa position dans un arrêt du 11 septembre 2019. Alors, ici, on va retrouver le système probatoire qu'elle a déjà dégagé à travers son arrêt dit Air France en 2015, et qui voit l'abandon définitif de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Et on a un raisonnement de temps. D'abord, il y a un aménagement de la preuve de la faute de l'employeur. Il appartient au salarié de simplement démontrer, son exposition à des substances nocives et toxiques, et il appartient en retour à l'employeur qui veut s'exonérer d'apporter tout élément de preuve contraire qui permettent de démontrer qu'il a mené toutes les mesures utiles au regard des articles L4121-1 et L4121-2. Alors, ce qu'on peut observer dans les arrêts de cour d'appel, c'est que les juges ont tendance à bien motiver sur ce point leurs décisions, et on voit qu'ils ont une attention particulière sur les preuves qui vont être apportées par l'employeur, et ils vont parfois mettre l'accent plus sur certaines mesures de prévention, plus sur d'autres. Et c'est vrai qu'il est un peu difficile à l'heure actuelle d'identifier une ligne assez cohérente sur ce qui va permettre véritablement d'exonérer l'employeur à coup sûr. Alors peut-être que la Cour de cassation pourrait ici donner quelques indications un peu supplémentaires pour les juridictions du fond. Le deuxième temps, c'est celui de la preuve d'un préjudice personnellement subi. Alors, c'était déjà dit dans ces arrêts de 2019, mais la Cour de cassation, elle va, si je puis dire, renfoncer le clou dans une série d'arrêts du 13 octobre 2021, où elle va très clairement dire « il ne suffit pas de justifier d'une exposition à un agent pathogène, il faut démontrer que l'on subit un préjudice personnellement subi ». Pour autant, elle n'exige pas, elle refuse la preuve médicalisée, et elle autorise la production d'attestations des proches notamment, et donc elle contrebalance un petit peu cette exigence d'une preuve de préjudice personnellement subi en n'exigeant pas par ailleurs la médicalisation, c'est-à-dire de faire rentrer l'expert dans le procès du préjudice d'anxiété.
Alors ici, il y a une dichotomie qui s'opère entre les jurisprudences civiles et administratives, puisque lui, le Conseil d'État, dans son arrêt du 28 mars 2022, considère que dès lors qu'on a démontré l'existence d'une exposition et que l'État n'est pas en capacité de rapporter la preuve qu'il a mené toutes les mesures utiles en termes de prévention, il y a présomption de préjudice. Ce qui n'est donc pas le cas en matière judiciaire. Alors, la question qu'on peut se poser face au retour du préjudice nécessaire qui avait été abandonné en 2016, mais qui revient un petit peu par la fenêtre, si je puis dire, notamment en matière de santé et sécurité, si la Cour de cassation ne va pas être amenée à amender un peu sa position. En ce sens, on peut constater qu'elle est un petit peu au milieu du gué. Soit on exige on ne peut établir l'existence d'un préjudice personnellement subi uniquement par l'expertise médicale, soit on considère, vu que c'est un préjudice extra-patrimonial, vu notamment les preuves qui sont demandées, eh bien qu'il y a une présomption de faute. Le garde-fou pourrait être celui qui est retenu par le Conseil d'État, puisque lui, il prête une attention particulière sur l'exposition. Il faut que le salarié démontre de manière circonstanciée des éléments personnels qui ont trait à l'exposition, là où la Cour de cassation a tendance à se référer aux conditions collectives de travail pour déceler l'exposition d'un travailleur à l'amiante, à une substance nocive. Voilà la question qu'on peut se poser sur ce point. J'en terminerai par la mise en œuvre de la réparation, du droit à la réparation. Alors là, je vais plutôt lancer plusieurs questions. La première question, c'est évidemment quid de l'évaluation du préjudice. On sait qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, on doit se livrer à une individualisation du préjudice. Or, lorsque l'on regarde le contentieux du préjudice d'anxiété, force est de constater que ce soit en matière judiciaire ou en matière administrative, que l'on assiste de fait à une forfaitisation du préjudice, avec une différence entre la jurisprudence administrative et la jurisprudence civile. Dans la jurisprudence administrative, il semblerait que les cours d'appel font varier le quantum en fonction de l'âge et de la durée de l'exposition, alors que c'est beaucoup moins certain dans la juridiction, dans l'ordre judiciaire. Ce qu'on peut dire, c'est que lui, le Conseil d'État, il a donné un peu une grille de lecture pour les juridictions administratives, puisqu'il indique que l'on doit prendre en compte pour évaluer le préjudice, notamment les fonctions exercées et la durée de son exposition aux poussières d'amiante. Alors, est-ce que la Cour de cassation pourrait s'inspirer sur ce point de la position du Conseil d'État pour un petit peu donner des lignes directrices pour les juridictions du fond? Voilà, je vous laisse à votre appréciation. Autre question pratique, quid du choix de l'action pour le travailleur de l'entreprise sous-traitante? L'arrêt du février 2023 reconnaît aux salariés d'une entreprise sous-traitante d'actionner directement le donneur d'ordre, et ce faisant, elle semble lui donner un choix d'action. C'est soit elle actionne son entreprise, son employeur, devant le Conseil des prud'hommes, soit elle peut directement, en application de l'arrêt du 13 juin 2018, enfin plutôt conformément à cette décision, attraire ce tiers devant le tribunal judiciaire, puisque le Conseil des prud'hommes ne peut accueillir que la demande d'un salarié vis-à-vis de son employeur. Alors, en l'espèce, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en première instance, le salarié avait demandé la condamnation et obtenue solidaire à la fois du travailleur, de son employeur et du donneur d'ordre. En appel, la Cour d'appel va exonérer l'employeur, et lorsque l'on va arriver devant la Cour de cassation, finalement, la haute juridiction n'aura à traiter que de la seule responsabilité du donneur d'ordre. Donc reste en question la possibilité d'un engagement solidaire du donneur d'ordre et de l'employeur. Avec la question d'une répartition ou non
du quantum de la réparation, et puis surtout avec un problème d'articulation de compétences en termes de compétences judiciaires. Alors, j'ai deux dernières questions, et après j'en aurai terminé, qui restent en suspens. C'est quid de la réouverture des délais de prescription en cas de découverte d'une pathologie nouvelle liée à une substance à laquelle a été exposé un travailleur. On sait que aujourd'hui, la question du délai de prescription, qui sont de 2 ans, pour agir en reconnaissance du préjudice d'anxiété, ça fait l'objet d'un certain nombre de contentieux et ça coupe court à un certain nombre de demandes. La question, c'est est-ce que finalement, si de nouveaux effets liés à une maladie surviennent, est-ce que cela pourra réouvrir les délais de prescription? Alors, un début de réponse, on peut le trouver dans l'exemple du Distilben, puisque la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 2 février 2021, statuant sur renvoi d'un arrêt de Cour de cassation du 19 juin 2019, a admis sur le principe la possibilité d'une réouverture des délais de prescription, puisque en l'espèce, ce qui était en cause, c'était la découverte de certains effets, notamment par l'OMS, de certains aspects cancéreux de l'exposition au Distilben, de manière assez tardive. Et donc, le cas échéant, cela avait permis pour la Cour d'appel de réouvrir le délai de prescription. Voilà. Est-ce qu'on pourra en tirer une leçon? Et puis, la dernière question, et j'en finirai par ce point, c'est finalement quid de l'action de groupe, notamment au regard de l'article L142-3-1, c'est-à-dire que de l'action de groupe environnementale, puisque nous avons affaire à des substances toxiques, mais qui sont aussi bien souvent des substances polluantes, et nous avons affaire à un contentieux qui est un contentieux de masse naissant. Donc, quid de cette action de groupe environnemental? Alors, j'en ai terminé sur ce préjudice d'anxiété. Gageons que celui-ci est promis à un bel avenir et que nous aurons encore de grandes discussions à avoir à son sujet. Je vous remercie pour votre écoute.